fruits et légumes sont présents dans notre assiette au fil des saisons pour notre plaisir et notre santé. Ce n'est pas toujours simple de les produire. Les agriculteurs doivent gérer de nombreux ravageurs et maladies qui déprécient fruits et légumes ou empêchent leur conservation. Les produits phytopharmaceutiques sont utilisés dans l'objectif de protéger les récoltes. Mais cette utilisation s'accompagne d'effets non intentionnels pour l'environnement et la santé. Peut-on faire autrement ? Produire plus durablement va demander d'utiliser en culture un ensemble de méthodes à combiner entre elles dans un système cohérent et performant. De nombreux chercheurs, conseillers et agriculteurs testent de nouvelles approches et partagent leurs expériences. Suivez les guides. Nous avons développé des guides de conception de systèmes horticoles économes en produits phytosanitaires, un guide pour les légumes et un guide pour l'arboriculture fruitière. Le principe de ces guides est qu'il n'existe pas de solution unique, pas de système de culture clé en main prêt à diffuser. Et c'est à l'agriculteur, avec son conseiller, de construire les systèmes qui sont le mieux adaptés à sa situation. Pour construire ces systèmes de culture innovants, il va falloir combiner différents leviers pour les rendre moins sensibles aux bioagresseurs. Pour cela, on va combiner des méthodes prophylactiques préventives à effet partiel et qui sont souvent non spécifiques d'un bioagresseur et des méthodes de lutte ciblées sur un bioagresseur, mais en privilégiant les produits de biocontrôle plutôt que les produits phytosanitaires. La démarche utilisée dans le guide méthodologique se fait en 4 étapes. Un diagnostic initial qui présente les caractéristiques de l'exploitation agricole, ses points forts et ses points faibles et les objectifs de l'agriculteur. Une partie de co-conception proprement dite entre l'agriculteur, le conseiller et éventuellement d'autres acteurs. Une partie, la troisième, d'évaluation des systèmes de culture, le système de culture initial que l'on veut améliorer et le système co-construit. Et enfin, la quatrième partie qui est une discussion avec l'agriculteur sur les conditions de mise en œuvre du nouveau système co-construit dans l'exploitation de cet agriculteur. Les leviers sont des techniques agricoles mobilisables, des techniques qui ont été testées en expérimentation et qui ont donné des résultats satisfaisants. Ça peut être des techniques mécaniques comme du désherbage mécanique, ça peut être l'utilisation de paillage pour éviter l'enherbement des parcelles, ça peut être l'utilisation de plantes attractives pour attirer les insectes ravageurs en dehors des cultures ou de toute autre technique qui permet de réduire la pression des bioagresseurs sans utiliser de produits phytosanitaires. La démarche s'inscrit dans une boucle de progrès, c'est-à-dire qu'on a fait notre diagnostic initial, on a conçu notre système, on l'a évalué a priori, on le met ensuite en œuvre sur l'exploitation agricole pour évaluer a posteriori ses performances. Ce système, une fois qu'il a été discuté avec l'agriculteur, il peut passer par une nouvelle phase de conception pour l'améliorer à nouveau et on peut ainsi introduire de nouvelles techniques au cours du temps pour décrire une spirale de progrès, d'amélioration continue du système de culture. Dans les exemples qui suivent, nous allons vous montrer des leviers qui sont mobilisables et qui ont été utilisés pour construire des systèmes avec des producteurs, aussi bien en culture légumière qu'en arboriculture fruitière. Par rapport à ce choix de matériel végétal, les critères vont être liés à des critères de faible sensibilité ou de résistance par rapport à des ravageurs ou maladies. En pommier, on peut citer de la résistance ou de la faible sensibilité à la tavelure, par exemple. Et donc c'est une maladie d'importance économique parce que les fruits ne peuvent pas être commercialisés. Également, il est possible de gérer cette maladie pendant la période hivernale en limitant la forme de conservation qui va consister à détruire ou à enfouir ou à exporter de la parcelle cette litière foliaire où se conserve la tavelure. Le guide Ecophyto Fruits a été testé en 2015 avec Sylvain Simon. Cet outil a permis de retracer les différents éléments du système de production du Valentin. Du coup, on a pu aussi se rendre compte des points forts, comme par exemple la problématique tavelure qui pour nous n'est pas un souci dans la mesure où, pour le moment, toutes les variétés présentes sur le site du lycée
sont résistants de tablure. Donc on s'est aperçu que par exemple sur l'IFT, on avait du coup une grosse économie d'IFT grâce à la résistance tablure des variétés. Ah ben ça c'en est. Un levier de substitution qui est lié à la résistance génétique vis-à-vis d'une maladie principale de l'échalote, donc le mildiou, avec des nouvelles variétés qui sont en expérimentation dans cette parcelle, qui ne sont pas commercialisées encore chez les exploitants, puisqu'elles ont été sélectionnées par une coopérative locale, donc c'est les exploitants eux-mêmes qui ont leur propre sélection. C'est fondamental pour eux, puisque cette maladie, donc je l'ai dit, peuvent réduire de 50% leur rendement, et surtout, ils sont leaders en France, puisqu'ils produisent 90% des échalotes françaises, et ça représente environ 1200 hectares dans le département, pour environ 300 producteurs. Du coup, nous la coupe en deux, c'est pour avoir le stade. Bon là, on est vraiment à un stade très jeune. Sur la culture d'iceberg, en fait, on a une plante qui est plutôt d'elle-même résistante à tout ce qui est maladie, telle que le mildiou. On utilise beaucoup essentiellement des variétés résistantes et on teste beaucoup les nouvelles variétés. On suit les nouvelles souches de Brémioc qui sont actives. On renouvelle très régulièrement nos variétés et aujourd'hui, en utilisant simplement un produit de défense qui aide aux défenses naturelles de la plante, on peut se passer complètement de produits fongicides. Là c'est la génétique. Ah ouais, génétique est énorme. C'est énorme. Alors, matériel végétal, ça va renvoyer au porte-greffe et à la variété, mais également à la façon dont ces deux composantes de l'arbre sont assemblées. Pour cela, notre levier d'entrée, c'est le greffage haut de l'abricotier sur porte-greffe pêché, donc greffage à plus de 1,20 m de hauteur, pour limiter les dégâts de bactériose d'abricotier. Donc la bactériose est une maladie qui va entraîner des mortalités de branches et d'arbres, et on sait que le greffage haut peut diminuer cette mortalité. Donc cette entrée permet de supprimer la protection cuprique, parce qu'on va avoir beaucoup moins de mortalité de bactériose. Donc on supprime des fongicides cupriques en début de saison. Et aussi on voulait montrer que ça permettait d'intégrer de nombreux autres leviers. Dans cette zone, on voit là où il n'y a pas eu de faux semis, avec donc de multiples adventices. Et sur le côté là, on voit plusieurs faux semis, donc 4. On voit que la zone est beaucoup plus propre. Le faux semis, donc technique culturale qui va réduire l'inoculum des adventices dans les cultures. Le but, c'est d'épuiser les mauvaises herbes qui lèvent dans cette surface, 5 cm. Les résultats sont assez intéressants puisque dans nos essais qui ont eu lieu il y a quelques années, on a démontré qu'on pouvait réduire les levées des mauvaises herbes dans les cultures suivantes d'environ 40% pour un faux semis, 50% pour 2 faux semis, et on peut atteindre 70-80% entre 3 et 4 faux semis. Oui, je suis producteur de carottes et pour ne pas avoir d'adventice, je pratique le faux semis. Je prépare le sol comme si j'allais semer des carottes et ensuite j'attends tous les 10 jours, ce qui nous mène à environ à 4 faux semis avant le semis final. Ça nous met 1 mois et demi à préparer la terre avant de semer. On est ici devant une culture d'engrais verts. C'est une culture que l'on met en place dans le but essentiel, 1, d'amener de la matière organique et 2, d'améliorer la structure du sol par le travail profond qu'ont les racines de sorgho, pour ce qui est la culture que l'on a ici. La culture du sorgho a entre autres intérêt de fixer les sels minéraux pour les mettre à l'abri du lessivage temporairement. Il permet aussi d'avoir un effet nématicide par la substance qui s'appelle la durine qu'il contient, et il jouerait éventuellement, ça reste encore à évaluer, le rôle de plante piège pour certaines maladies, en partie le sclérotinia. On va semer une 50aine de kilos à l'hectare de graines et on va attendre d'approcher de l'épiaison, c'est-à-dire des plantes qu'il faut à peu près 2 mètres, pour broyer la culture, la laisser sécher 4 ou 5 jours et l'enfouir dans le sol. C'est une culture qui prend place dans la rotation entre les cultures de printemps et la rotation de salade qui va intervenir à l'automne ou à l'hiver. La solarisation est une technique qui vise à utiliser l'énergie solaire pour désinfecter le sol, tant au niveau des maladies de surface comme le sclérotinia, le rhizoctonia qui affectent les salades, que pour les mauvaises herbes.
La technique est assez simple à mettre en pratique. Lors de la mise en place de la solarisation, on va d'abord asperger l'eau pour saturer le sol en eau et permettre une bonne conduction de la chaleur. Et ensuite, on va y appliquer une bâche transparente qui va permettre par effet de serre à la température de s'élever. On va avoir une température qui va monter jusqu'à une cinquantaine de degrés à 10-15 cm en profondeur. Ceci est appliqué pendant à peu près 2 mois, à la période la plus chaude de l'année. À la suite de la solarisation, on se retrouve donc en fin d'été. La rotation qui va arriver après va être de la salade. Puis on trouvera au printemps d'autres cultures, tout ce qu'on peut imaginer comme autres légumes qui se cultivent sous serre dans la région. Pour limiter l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en verger, il faut également se reposer avec les ennemis naturels des ravageurs de la culture, ce qu'on appelle les auxiliaires. On va essayer tout d'abord de les préserver, d'avoir donc des pratiques qui ne les pénalisent pas trop. Et puis on va également leur fournir des habitats ou des ressources, par exemple des nichoirs en verger pour les mésanges insectivores, ou également des infrastructures agroécologiques comme les haies, des couverts herbacés qu'on va faucher très peu fréquemment, qui vont offrir des ressources et un habitat à une diversité d'insectes. Ici, donc, on est sur le verger de pommiers, le plus ancien de l'exploitation. Donc c'est un verger qui est entièrement enherbé. Alors normalement, ça devrait être fauché sur le rang. Dans tous les cas, c'est un peu une démarche qu'on cherche à faire, valoriser l'enherbement au maximum, parce que derrière, c'est aussi un levier avec les auxiliaires qui vont s'installer plus facilement et qui vont pouvoir gérer notamment les pucerons ou d'autres choses. Dans la conception du nouveau verger, qui est situé un peu plus loin sur l'exploitation, on a décidé également d'implanter une haie avec une vocation biodiversité, une destination biodiversité, dans l'idée de pouvoir favoriser la faune auxiliaire et du coup de limiter les IFT du verger de pommiers. Voilà. Une méthode de substitution par lutte physique, donc avec des voiles. Il existe plusieurs types de voiles, des voiles qui sont plutôt thermiques, qui seront utilisées plutôt au printemps ou en hiver pour la protection contre le froid ou la précocité, et des voiles anti-insectes comme ici. On peut utiliser ces voiles sur différentes cultures, donc par exemple sur le panais ou la carotte, contre la mouche de la carotte, et aussi sur navet ou radis contre la mouche du chou. Ces voiles sont relativement coûteux puisque sur le microclimat qu'on a devant nous, on a des coûts qui sont environ de 3 000 € mais qui ont des durées de vie de presque 10 ans, donc ils seront à amortir. Et par contre, il y a aussi des temps de travaux, donc de quelques heures par hectare pour les poser et les enlever. Ces voiles sont hyper intéressants et tellement efficaces que même les conventionnels les utilisent dans la mesure aussi où les traitements chimiques sont inefficaces sur ces bioagresseurs. Donc en général, maintenant de plus en plus, même les conventionnels utilisent des voiles. Parmi les autres leviers pour gérer le carpocaps, on peut aussi utiliser des filiales carpo qui vont fermer soit le verger dans son entier, soit des rangées. Ceci permet d'exclure la plupart de ces papillons, mais également de perturber le comportement de ce papillon et donc de limiter sa reproduction et les dégâts. J'ai une, 2, 3, j'ai des bourses, j'ai des yeux à fleurs ici. Là. On voit que ça va fleurir l'an prochain. Donc on se trouve dans une parcelle de pommiers protégée par du Philhelthe carpo, donc en monoparcelle. Le haut et les lisières sont en filets adaptés pour empêcher le carpo d'arriver dans la parcelle. L'avantage de la parcelle monobloc avec un fil de fêtage est multiple. Le premier avantage, c'est une fois qu'on est dans la parcelle, on n'a plus rien à manipuler. L'inconvénient du monobloc, c'est qu'on va devoir poser de toute façon la confusion contre le carpocaps pour sécuriser le système de protection. On a aussi les modalités donc des arbres grefféaux qui sont conduites en palmette, ce qui nous permet d'avoir des formes plus linéaires. Et on a intégré sur ces dispositifs des filets paragrèles et en dessous des bâches anti-pluie qu'on ouvre avant fleur et qu'on va refermer après récolte. Donc ça met la végétation, les feuilles, les fruits, les fleurs à l'abri de la pluie et on diminue fortement les humectations de ces organes. Donc cette diminution d'humectation permet de réduire le développement de nombreuses maladies
comme le monélia sur fleurs, les maladies de conservation et la rouille sur feuilles. Ce qui nous a permis de supprimer quasiment toute la protection fongicide. Pour limiter l'utilisation des herbicides en verger, il est possible d'utiliser du désherbage mécanique, par exemple, qui permet de contrôler les adventices sur le rang de plantation et de limiter la concurrence par rapport aux arbres. Donc un outil de substitution aux herbicides, donc une bineuse avec des éléments cresse, en rouge ici et noir, qui sont rajoutés sur une bineuse classique. Et donc là, l'élément cresse a été rajouté sur le rang. Il est composé donc de 2 disques en plastique plutôt souples qui se croisent, qui sont à peu près à une profondeur de 1, 2, 3 cm à la surface du sol, qui avec la vitesse arrachent les mauvaises herbes autour du plant. Donc c'est utilisable uniquement sur des cultures essentiellement plantées, qui ne sont pas arrachées. Donc on peut l'utiliser sur de l'artichaut, du chou, du poireau, du céleri, voire la salade, et sans doute d'autres cultures. Dans nos essais, on a démontré que cette bineuse avait des efficacités excellentes sur le rang. Et en général, on peut éliminer entre 95 et 99% des adventices sur le rang. On peut utiliser certaines méthodes alternatives, comme la lutte par confusion sexuelle. Cela consiste à perturber la communication entre les insectes. Donc, des diffuseurs sont installés dans la parcelle. C'est un piège carpocaps qui permet de capturer spécifiquement le carpocaps grâce à la capsule de phéromone et un fond englué. Donc l'avantage c'est qu'on va capturer que le carpo ou peu d'autres insectes. Donc c'est un piège qui sert vraiment à faire du monitoring pour suivre le vol et après positionner les traitements au bon moment. Donc aussi de réduire la pression phytosanitaire. Le push-pull est un système agroécologique qui vise à détourner un insecte phytophage d'une culture d'intérêt, notamment en utilisant des stimuli olfactifs. Donc dans ce travail d'expérimentation, nous essayons de développer la stratégie push-pull pour les cultures de brassicacées. Et donc le ravageur qui est ciblé, c'est la mouche du chou, qui est un ravageur qui peut vraiment causer des dégâts importants sur ces cultures. En périphérie de la culture de brocoli, nous avons implanté des choux chinois. Nous avons choisi cette espèce parce qu'elle est plus attractive que le brocoli pour la mouche du chou et elle va donc permettre d'attirer le ravageur en dehors de la culture. C'est donc la composante pull de la stratégie. Dans les brocolis, on a placé des diffuseurs qui diffusent des composés organiques volatiles d'origine naturelle et qui vont vraiment jouer un rôle répulsif contre la mouche du chou. C'est donc la composante push de la stratégie. Ce travail d'expérimentation a été mis en place dans des parcelles de l'INRA, mais également chez des producteurs. Et nous sommes en définitive très confiants sur cette méthode qui présente un fort potentiel pour la lutte biologique contre la mouche du chou. Nous avons placé ici un piège barbeur qui permet... Le paysage se fait sur la galerie principale. Il faut creuser, ça peut se 4 ans. Planteuse, on peut creuser. Le seuil c'est... Ouais, c'est 400 mines sur 100 feuilles. Les guides pour les systèmes de culture légumiers et fruitiers décrivent la plupart des techniques alternatives qui peuvent être utilisées en remplacement des produits phytosanitaires. Ces leviers vont être aussi bien d'ordre sanitaire qu'agronomique. Gestion de l'irrigation, gestion de la nutrition, gestion de la charge, qui vont faire appel aux connaissances globales du producteur à travers les différents domaines de compétences. L'intérêt de ce guide, c'est vraiment qu'on a toute cette panoplie de leviers qui est regroupée dans un seul et même outil. Et ça, c'est pareil pour des jeunes qui sont en phase d'installation, c'est vraiment très précieux. Le guide, il est aussi utilisé sur l'exploitation comme support parce qu'il est assez pédagogique, assez synthétique. Il permet à l'agriculteur de prendre un peu de recul sur ses pratiques. Et c'est vrai que c'est un moment intéressant dans la mesure où il permet de créer un échange avec le conseiller, de discuter de plusieurs solutions et ça oblige aussi quelque part le conseiller à bien prendre en compte l'ensemble des contraintes du système de production et de définir bien avec l'agriculteur quelles sont ses finalités, ses objectifs. Et du coup, c'est une base de travail qui est très importante et qui permet du coup de construire des solutions durables finalement.